Yannick et Alex. Re-bienvenue aux Voyeurs de Vue. Les Voyeurs de Vue, c'est une émission où deux personnes de pas cool partagent la seule vraie valeur qu'ils ont en ce monde, et c'est bien sûr leurs intérêts et leurs opinions sur le cinéma. Une de ces personnes-là est moi-même, Yannick Belzile. Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Alex, comment vas-tu on enregistre ce lundi soir en ce President's Day? Oui, je vais comme sur des roulettes. J'ai recommencé à travailler pretty much tout le temps. Là. Oh yeah! Ça, c'est bien. Ben, pretty much tout le temps, j'ai 2 jobs, mais en tout cas, 3 jobs, ostensiblement. Est-ce que tu peux parler de une job qui est un petit peu en rapport au... Oui, qui est beaucoup. Est-ce que tu peux en parler un peu? Ou Ben, pas énormément, mais dans le fond, je suis unit publicist pour un film qui se tourne à Montréal en ce moment, un film américain, qui met en vedette Shailene Woodley et Ben Mendelsohn, qui s'appelle Misanthrope. Ça, je pense que je peux le dire, là, parce que, je veux dire, unit publicist, c'est des personnes qui s'occupent de faire un peu, de gérer la publicité pendant que le film est en tournage, donc de gérer l'équipe qui fait les EPK, le kit de presse qui va éventuellement se retrouver en ligne, l'équipe qui tourne le B-roll, donc qui tourne tout ce qu'on voit là. Mettons, vous regardez Flash, mais ça n'existe plus, là, mais quand vous voyez, il y a un tournage à Montréal à Flash, ce que vous voyez, ce n'est pas des images du film, mais bien quelqu'un qui filme le film en train d'être tourné. Donc ça, c'est le B-roll. Faire ça, puis genre gérer des trucs comme ça, puis monter le kit de presse éventuellement. Donc, ça se fait pretty much tout à distance. Je ne suis pas allé sur le plateau encore, quoique je vais y aller cette semaine. Puis, tu sais, en partie parce que c'est comme pas évident d'aller sur un plateau maintenant pendant COVID, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'argent qui se joue sur un film, et si quelqu'un tombe malade sur le plateau, ça met en jeu tout l'argent qui est investi dans le film. Donc, il n'y est pas avec la POC. C'est ça, c'est comme tout job de pandémie, ça se fait à distance. Donc, c'est pas très glamorous, là. Ce que ça a de l'air, c'est mon ordi. Mais comme ta job à toi et comme la job de la majorité des gens en ce moment, se faire en jogging assis devant mon ordi. Absolument. Écoute, moi aussi, c'est le jogging lifestyle continue. Là, on va parler d'un film cette semaine où le personnage principal ne pouvait tout simplement pas le faire la job à distance. Il a fallu qu'il soit de très près, qu'il soit on the road. Un journaliste avec un compte de dépenses, chose qui est potentiellement révolue. Oui, probablement. On parle la semaine passée, on a vu Darkman de 1990 avec Frances McDormand. Et Frances McDormand nous a amené justement à Almost Famous, un film de Cameron Crowe qui est sorti en l'an 2000 et puis qui est écrit et réalisé par Cameron Crowe, qui met en vedette Billy Crudup, Frances McDormand, Kate Hudson, Jason Lee, le jeune Patrick Fugit, qui est là dans le rôle titre, Anna Paquin ou Anna Paquin, et Fairuza Balk, ainsi que Philip Seymour Hoffman, qui est comme 4 scènes, mais qui plane par-dessus le film de par son importance. L'intrigue de Almost Famous, c'est ça, c'est l'histoire comme d'un adolescent qui parvient à devenir journaliste pour le magazine Rolling Stone durant les années 70, et il parvient aussi à suivre un groupe fictif qui s'appelle Stillwater, un groupe rock, pour être en tournée avec eux autres pour écrire un article à leur sujet. Puis, de par ça, le gars, le jeune William Miller, il ne se sauve pas de la maison, mais il y a sa mère qui vit un peu mal avec son fils qui grandit de façon accélérée, selon elle. Et puis, à travers ce voyage-là, il rencontre les membres du band, il rencontre une dame, une muse qui s'appelle Penny Lane, qui va être comme... il va tomber en amour avec. Et c'est un gros voyage vers la maturité pour ce kid-là, mais c'est en même temps être confronté avec une des affaires qu'il aime le plus au monde, mais qu'il faut qu'il soit objectif face à ça, sa première job. C'est un gros coming of age story. Et puis,
c'est aussi basé sur la vie de Cameron Crowe, c'est quelque chose qui est arrivé lui-même quand il était jeune. Et fait que ça informe vraiment ce que ça raconte. Moi, avant qu'on commence à vraiment parler du film, qu'est-ce que tu penses, toi, de Cameron Crowe, Alex, comme réalisateur, scénariste? Je pensais à ça justement parce que là, je regardais Almost Famous. Tu sais, je l'avais vu souvent avant, mais je le regardais avec ma blonde. Puis, tu sais, elle avait jamais vu avant. Fait que, tu sais, elle avait pas. Tu sais, en plus que c'est un film extrêmement sur la nostalgie, c'est un film dont je suis nostalgique. Tu sais, fait que comment dire, j'ai comme un soft spot pour Almost Famous. Et je vois que Almost Famous, c'est assez quétaine. Mais pas quétaine, corny. Qui est pas, Comment on traduirait corny en français? Parce que c'est pas exactement la même chose que quétaine. C'est sentimentaliste peut-être, mais c'est pas exactement ça. C'est quelque chose qui est comme... qui est sentimentaliste, mais qui est un peu fier de ça, tu sais, qui l'assume. C'est pas quelque chose, c'est pas être quétaine, parce qu'être quétaine, c'est quelque chose que tu n'assumes pas vraiment. Parce que si tu assumes ta quétaineté, ben c'est plus quétaine. Tandis que corny, c'est souvent assumé, tu sais, c'est comme, voici un moment qui me fait sentir bien. Puis, tu sais, en le regardant avec Marie-Lise cette semaine, j'étais vraiment comme, ah ouais, ok, tu sais, comme c'est évident que c'est un film qui est quand même, tu sais, un peu une fantaisie de boomer. Tu sais, c'est un peu, pas vraiment propre, mais tu sais, c'est beaucoup dans le tout finit bien, tu sais, puis tout est là pour une raison, puis tout ça. Puis, je me suis rendu compte que, dans le fond, je pense que la raison pourquoi Almost Famous fonctionne aussi bien, c'est qu'il faut que tu aies vu les autres films de Cameron Crowe pour te rendre compte que c'est son film le plus dur et brutal et le plus réaliste. Parce que Cameron Crowe n'est pas un dude qui est particulièrement... Le maïs coule dans ses veines, pour ainsi dire. Il est très, très, très attiré par un genre de sentimentalité un peu quétaine, du bouclage de boucles très évident. Tu sais, un quirk, ça non plus, je sais pas ça serait quoi en français, tu sais, il est très quirky, mais de façon comme, encore là, assumée, mais pas toujours fonctionnelle. Tu sais. Ben, une affaire que je veux dire au-dessus de Cameron Crowe, c'est qu'il est un très grand fan de Billy Wilder. Il a même publié un livre, genre. D'entrevue, je l'ai lu, ça. Ouais. Avec Billy Wilder, que moi, je le cherche, j'aimerais ça en trouver une copie quand j'aimerais ça absorber tout ça. Mais son bouclage de boucles est très. Je veux être tête comme Billy Wilder. Ouais, c'est ça. Naturellement, mais son sens Billy de l'humour le fait mieux. Ouais, c'est ça. Parce que le sens de l'humour de Cameron Crowe n'est pas acerbe comme Billy Wilder. Tu sais, je pense que ça se fait mieux de boucler une boucle de façon un peu borderline, justement, quétaine, quand tu étais acerbe avant. Tu sais, c'est comme plus mérité, dans un sens, tu sais. Dans un film où que tout va essentiellement mal pour le protagoniste, qui a une fin heureuse, mais, tu sais, comme la fin de Some Like It Hot, mettons. Ouais. Qui est comme une fin heureuse, mais pas vraiment, tu sais, qui est comme un étrange queue de poisson. Ça fonctionne juste si Some Like It Hot est un peu décalé puis un peu acerbe avant. Tu sais, cette fin-là, dans un film plus standard qui n'a pas ce point de vue-là, c'est juste une happy ending de base. Tu sais. Ouais. Et là, je regarde la filmographie de Cameron Crowe en ce moment. Son premier film qu'il a réalisé, c'est Say Anything, un film que j'aime beaucoup, mais qui est extrêmement dans la sentimentalité et la quétaineté nostalgique. Tu sais, c'est l'histoire de John Cusack qui tombe en amour avec Ione Skye, puis comme Ione Skye qui était d'ailleurs dans Zodiac pour faire un loop avec Les Voyeurs de vue. Puis, tu sais, c'est très idéalisé. C'est un peu comme... J'ai fait On jase de film avec Guilla la semaine passée. Ça va sortir dans longtemps. Là. Mais je parlais de comment des films pour ados sont souvent idéalisés à un pointage. Et quand tu es un ado, tu y comprends rien. Tu sais, c'est comme c'est pas fait pour toi. Des films pour d'ados, en général, surtout dans les années 80-90, sont faits pour les adultes qui se remémorent être un ado. Quand tu es un ado puis tu regardes Say Anything, ça n'a rien à voir avec ta vie, genre, je trouve. Après ça, Singles, qui est un genre de comédie romantique grunge que j'ai vu, dont j'ai aucun souvenir. As-tu vu Singles? Y a-tu un des frères Baldwin là-dedans, si je ne m'abuse? C'est True Sum. Il y a Matt Dillon.
Non, il n'y a pas un des frères Baldwin là-dedans. OK. Mais je me rappelle vaguement du poster, c'était très grande génération X, là, cette époque-là, puis toute la kit. Là. Soundgarden et Alice in Chains sont tous les deux dedans. OK, bon, ben, Après ça, il y a Jerry Maguire, qui est un film que je pense que j'ai aimé quand j'ai vu, mais plus je repense, c'est produit par James L. Brooks, puis là, c'est comme ça. Là. Je suis en train de penser à ça, c'est comme mettre Cameron Crowe et James L. Brooks ensemble. C'est jouer avec le feu, là, les amis. Je pense pas que j'ai pas vraiment le goût de revisiter Jerry Maguire. Mm-hmm. Après ça, il y a Almost Famous. Vanilla Sky, qui est un film qui est tout de même bien vu par les gens, que je trouve très mauvais. je n'aime pas Vanilla Sky, je trouve ça ridicule. Puis ça, c'est un thriller. Ça joue aucunement dans le corn, dans les affaires de Cameron Crowe. Fait qu'il est très perdu là-dedans. Je pense que c'est un remake d'un film mexicain. Ou un film espagnol, pardon. Abre los ojos. Tu sais, comme Vanilla Sky, je ne vais pas le revisiter non plus, c'est dans la merde. Elizabethtown, qui est un des grands flops du 21e siècle. Là. C'est Nathan Rabin qui écrivait avant pour The Onion et ensuite The Dissolve. C'est lui qui a inventé le concept du Manic Pixie Dream Girl. Et ça vient en partie de Elizabethtown. Ouais. On voit à quel point là, ça joue dans des affaires de... Tous les pires instincts de Cameron Crowe sont dans Elizabethtown. C'est pas regardable. C'est vraiment mauvais. Fait que là, il faut en venir à constater que justement, est-ce qu'Almost Famous est son meilleur film? Je pense que oui. Tu sais, avec Say Anything, même si Say Anything a des lacunes plus évidentes, tu sais, c'est pas mal moins ambitieux. Tu sais, fait que je pense que c'est comme... C'est son film le moins ambitieux de la gang aussi. Fait que tu sais, c'est moins... Ça saute moins aux yeux à quel point il est quétaine et larmoyant. Pas larmoyant, mais corny. Après ça, il y a des documentaires de musique. Ça, il doit être bon là-dedans. Je ne les ai pas vus. We Bought a Zoo, que je n'ai pas vu. Mais on aimerait acheter un zoo, par exemple. C'est ça. J'avais acheté, d'ailleurs, j'ai donné un DVD de We Bought a Zoo une fois au Ciné-Quiz. Dans les prix, il y avait des DVD que j'achetais au Renaissance et il y avait un DVD de We Bought a Zoo. Après ça, Aloha, qui est encore là un gros flop. Monumental dans lequel Emma Stone joue une personne asiatique. Puis là, depuis ce temps-là, c'est ça, il a fait le show Roadies, qui n'a pas vraiment fonctionné non plus, à ce que je sache. Non. Puis il y a un autre documentaire sur David Crosby. Fait que, tu sais, on voit que depuis le franc insuccès d'Elizabethtown, il retourne à la musique énormément. Il a fait 3 documentaires de musique plus Roadies, qui est un genre de show, je pense, Almost Famous adjacent, comme un peu... Oui. Je ne l'ai pas vu, mais... Je pense que c'est pas bon, mais en tout cas. Je n'ai surtout entendu parler par le biais de John Wurster qui s'en moque en personnage dans le Best Show. Ouais, bon, ben c'est ça, tu vois. Moi, pour ma part, tu sais, Cameron Crowe, je me rappelle vraiment juste d'avoir vu Jerry Maguire dans le temps. Puis j'ai un souvenir comme d'avoir trouvé ça correct, mais ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Je serais prêt à le revoir. Mais fait que c'est ça, tu sais, à part ça. À part l'aspect, justement, qu'on parle d'être corny, d'être maïsé, d'être un hippie, j'ai pas tant de sens de ça de Cameron Crowe. Excepté, justement, Almost Famous. Almost Famous aussi, qui est un des films préférés de ma copine. Mais je crois aussi c'est parce que ça parle vraiment comme de la musique et du background de la musique. Encore là aussi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du film, le film parle d'être chroniqueur et critique de quelque chose, mais il parle de quelqu'un dont sa job est écrire. Oui. Puis moi, ce que j'aimerais ça commencer, c'est que habituellement, quand je vois un film qui parle de quelqu'un que sa job principale, c'est écrire, pour moi, habituellement, c'est un red flag. Oui. Ça regarde mal. Ça me dit que c'est le potentiel masturbatoire est très haut. Et que ça peut être facilement de la bioune. Quelque chose qui ne sera pas bon, puis qui va être comme mais tu sais, écrire, puis là, l'acte, puis tout ça. Mais généralement, je pense que la pire affaire à propos d'un film sur quelqu'un qui doit écrire, c'est quand quelqu'un doit écrire bien. Quand c'est intégral, ça fait partie intégrante plutôt du récit, que ce que la personne produit est bon et aimé. T'sais. Tandis que si juste c'est à propos de quelqu'un qui écrit, mais ça c'est secondaire au récit raconté, tu peux avoir une chance, je pense. Mais ce n'est pas toujours le cas. Puis
Fait que, justement, dans Almost Famous, je te dirais, c'est assez secondaire l'acte d'écrire. T'sais, en partie, ça fait partie de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas le temps d'écrire quoi que ce soit, fait qu'il prend des notes sur des napkins et des trucs de même. Puis aussi, je pense que Cameron Crowe est très nostalgique, mais je pense pas qu'il trouve que ce qu'il faisait dans ce temps-là était tant bon. Parce que, on le voit, la première scène, c'est qu'il apprend qu'il n'y a pas 13 ans comme il pense, mais bien 11 ans. Donc, il est un peu comme en avance sur son âge. Là. Il est plus intelligent que la moyenne. Mm-hmm. Mais pour dire, comme moi, mettons, à un moment donné, ça, tu rattrapes le reste de la Terre. Quand moi, j'étais jeune, comme Cameron Crowe, j'étais vraiment bon à l'école, puis j'ai failli sauter une année, puis tout le kit. Puis, à un moment donné, le monde, t'es pas nécessairement tout le temps en avance sur tout le monde le reste de ta vie. Ça peut être pas une phase, mais comme un cycle dans ta vie. Fait que je dirais que t'as raison que des films sur écrire, c'est souvent de la merde, mais Almost Famous n'est presque pas un film à propos d'écrire. Mm-hmm. Donc, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis d'accord parce que c'est drôle, parce que c'est quasiment un film de. Tu sais, il écrive dans le fond, faut qu'il écrive un devoir, dans le fond. Puis il repousse tout le temps de finir d'écrire son devoir, puis à la fin, il l'écrit à la dernière minute avant d'aller le porter à l'école, qui est Rolling Stone doit aller le porter au directeur, tu sais. Fait qu'il n'y a pas vraiment cet aspect-là. Fait que. Mais je veux. T'as-tu aussi une idée? Tu sais, comme ça parle de critique d'art, des affaires comme ça. Puis, tu sais, c'est l'affaire où. Une affaire que je veux en venir, c'est que. Puis ça, c'est ma position principale sur Almost Famous. Que j'ai vraiment. Tu sais, la première fois que je l'ai vu, c'est justement quand j'ai commencé à sortir avec ma copine. Quand on a commencé à sortir ensemble, on faisait ce qu'on appelait des échanges culturels. On se faisait écouter des films qu'on aimait chacun l'autre de nos films importants. Puis que, je me rappelais que c'était bien, mais là, je l'ai réécouté et puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Et ça, je ne sais pas si cette qualité-là, si c'est valable à absorber ça en termes de pensée critique, mais c'est que je trouve que Almost Famous est vraiment fucking bon quand tu considères à quel point ça aurait pu être fucking mauvais. Puis c'est ça, moi, mon plus gros takeaway de ce film-là, c'est que tout l'aspect de fantasy boomeresque que j'étais là quand le rock'n'roll c'était encore bon. Puis j'étais avec le band, puis c'était un film qui parle de moi qui a écrit des reviews, puis t'es sur le cover de Rolling Stone. Puis parler de toutes ces affaires-là, puis tout ça, ça aurait pu être vraiment mauvais. Et à quel point je trouve que c'est comme un... J'ai l'impression d'être dans sur une ride qui suit le petit William Miller à travers tout ça de façon efficace, puis tu le ressens, puis tu le vis avec lui, puis que ça l'évite justement tous ces problèmes-là, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment remarquable. Fait que c'est surtout ça, tu sais, je trouve que le facteur d'échec était tellement immense. Ben, tu sais, moi, je fais souvent la joke, c'est comme une joke de magasin de disques, là, mais c'est comme, si t'es tout seul dans un magasin de disques, puis il y a un autre vieux bonhomme qui rentre, t'as comme 50% des chances que ce soit un dude qui vient parler au propriétaire de quand il a vu Frank Zappa au New Penelope sur la rue Bleury en 1969. Genre, ça m'est tellement arrivé souvent, des fois, ça devait être le même bonhomme, là, ça se peut quasiment pas, là. Mais chaque vieux boomer anglophone de l'île de Montréal était à cette crise de show-là, dans un coffee house, sur la rue Bleury en 1969, qui ne vendait pas de bière, rien. Puis, tu sais, cette histoire-là n'est pas vraiment intéressante, parce que tout ce qu'elle est, c'est historique, tu sais. Je dis pas que vous ne devriez pas entendre des histoires de vos pères, vos parents, ou vos grands-parents qui étaient à un show iconique, whatever. Mais généralement, le monde raconte cette histoire-là pour dire, écoute, voici du trivia, j'y étais. Almost Famous pourrait raser de devenir juste ça, tu sais. Surtout quand on voit, mettons, comment Hollywood traite un biopic général, tu sais, comme étant juste un genre de Wikipédia de point form, d'affaires, il y a une version vraiment crissement poche, hypothétique de Almost Famous, où est-ce que, tu sais, dans un background, tu vois Jimi Hendrix qui allume sa guitare en feu, tu sais, puis eux autres, ils ont une conversation dans le coin, tu sais, puis, tu sais, des affaires, juste voici les shit iconiques du rock'n'roll, puis William était le petit Forrest Gump du rock'n'roll, tu sais, puis c'est pas ça qu'ils ont opté de faire, ce que je trouve qui est quand même
le gros avantage que le film a versus, oui, une hypothèse, un film qui n'existe pas, mais tu as raison que je pense que on peut longuement pontifier à propos de quel film de merde Almost Famous aurait pu être. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais surtout, en l'écoutant tout le long, je suis comme ah, c'est bon, j'aime ça. Je trouve les sentiments. La raison pourquoi le sentiment que l'histoire veut me prêter ou veut m'envelopper dedans, c'est articulé de la bonne façon parce qu'il l'a vécu pour de vrai. Ça serait difficilement articulable par quelqu'un qui n'a pas vécu ce scénario-là, qui est clairement qui est tellement une fantaisie d'être un ado que des band-aids, des belles dames ont fait de lui un homme, puis qu'il était tout le temps avec le band, puis qu'il était ami avec eux autres, puis qu'il le trouvait cool, puis ci, puis ça, puis tu sais, son mentor, c'est le gars le plus cool au monde, puis tu sais... Ouais. En tout cas, je ne sais pas si on est supposé penser que Lester Bangs, il est cool, mais tu sais, il y a quelque chose de tellement solide dans ce que Philip Seymour Hoffman fait que c'est difficile de s'empêcher de... Ben, tu sais, parlons de Lester Bangs un peu parce qu'on peut parler de lui comme il est comme en périphérie du film. Lester Bangs, qui était un véritable, il a vraiment existé, c'est un vrai personnage, qui était un critique de rock des années 60 à 70. Enfin, il écrivait pour Cream et pour Rolling Stone. Tu sais, c'est vraiment comme une légende, je sais pas comment dire. Ce qu'on dit tout le temps de Velvet Underground, c'est que il y a juste 5000 personnes qui ont acheté le premier disque de Velvet Underground, mais tout le monde s'est starté un band. Puis on pourrait dire dans un sens que Lester Bangs, c'est un peu ça avec les critiques de rock. C'est comme il est arrivé, il a fait quelque chose de tellement différent. Tout le monde a voulu faire ça. Tout le monde, tout ce que tu vois, puis on le voit encore maintenant, là, du monde, là, des YouTubers acerbes là, qui démolissent des films puis qui sont comme full dans leur genre de patois puis tout ça. Ça vient de Lester Bangs. Je pense que ça existait essentiellement pas avant ça. Puis c'était un doute qui avait des gros problèmes de drogue et d'alcool et ainsi de suite. Il est décédé d'ailleurs en 82. Ce qui fait que dans le Almost Famous, il est supposé avoir 23 ans, Lester Bangs. OK, quand t'es joué par Phil Seymour Hoffman, puis ton personnage a 23 ans, là, puis en tout cas, ça c'est rough go, là. Hard living. Effectivement. Puis, moi, j'ai lu une coupe de... Il y a des genres de compilations de reviews, parce que lui, il n'a jamais écrit de livre en tant que tel, à ce que je sache, mais il y a eu des collections de son travail. C'est vraiment un beat spécifique. Je ne sais pas comment d'autres dire ça. C'est quand tu lis 40 pages de Lester Bangs, après ça, tu penses comme Lester Bangs écrit. Mais c'est aussi un personnage un peu parodiable, dans un sens. Parce que, justement, quand tu es la fondation sur laquelle le concept d'un critique avec une moustache et une bedaine qui se passe au-dessus de tout le monde. Quand c'est toi qui as créé ça, il n'y a pas tout qui a bien vieilli dans ce que Lester Bangs fait non plus. Là, comme Belushi étant le premier gros wild man, pas tout ce que Belushi a fait est nécessairement passé à l'histoire. Puis Lester Bangs existe dans le film, vraiment, c'est ça. Il vient de San Diego. C'est-tu à San Diego qu'il habite au début? Oui, oui. Il vient de San Diego, il revient dans sa ville. William va le stalker un peu quand il est à la station de radio. Puis ils ont une correspondance par téléphone après ça. Sa présence dans le film est épistolaire. Là, ils ne sont plus jamais dans la même pièce ensemble. Honnêtement, je crois que le film adoucit un peu les propos de Lester Bangs, quoique, si j'ai bien compris, Lester Bangs était vraiment dans la vie de Cameron Crowe dans ce rôle-là. Stillwater, probablement, la bande du film n'existe pas. Mais si Stillwater avait existé, Lester Bangs aurait tellement détesté ça qu'il n'aurait pas accepté de parler de Stillwater à Cameron Crowe. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, Lester Bangs s'est fait mettre dehors de Rolling Stone en 1973 par Ian Wenner, qu'on voit brièvement dans le film, parce qu'il avait écrit un review trop négatif de Canned Heat. C'était tellement négatif que Rolling Stone, ils ont fait là, ça marche pas, là, on peut pas. On ne vendra plus de pub, on ne fera plus rien. Tout le monde va vouloir nous bannir à cause que tu es trop négatif. Puis, tu sais, c'est ça, les affaires que Lester Bangs aime dans son œuvre, habituellement, c'est des affaires genre plus, tu sais, de Stooges, Velvet Underground, des affaires un peu plus champ gauche pour l'époque.
Mais j'en doute pas que, tu sais, je veux dire, vous pouvez aller voir, il existe des vidéos là, de Lester Bangs. Puis Philip Seymour Hoffman rend très bien le genre de personne qu'il est. Là. Mm-hmm. Puis c'est un bon... il ancre bien le film aussi, je trouve. Là, mais c'est... Tu sais, on parle on a parlé de Cameron Crowe tantôt, puis tu sais, du concept de Manic Pixie Dream Girl, qui est comme un stéréotype de personnage féminin qui fait juste exister pour enjoliver la vie d'un personnage principal masculin qui soque, puis essayer de le faire rêver, puis le sortir de des affaires. Fait que, exact. le personnage de Penny Lane, qui est joué par Kate Hudson, est comme essentiellement ça, mais en même temps est tellement présenté comme un genre d'ange inatteignable, mais en même temps trop proche que tu vas avoir un kick dessus puis tu vas tomber immédiatement en amour avec, mais elle ne peut, pour utiliser des termes rétrogrades, elle ne peut jamais être tienne. Que je trouve que ça fonctionne. Une fois de plus, une autre affaire que le potentiel de Moffat était vraiment énorme, mais qui fonctionne vraiment bien. Puis ce genre de créer de personnalité-là que tu crushes dessus. C'est weird parce que est-ce que je me trompe aussi après ça? Il me semble que Kate Hudson, elle n'a pas fait autant d'affaires que ça. Il me semble que non, elle a été dans la comédie romantique comme à côté après. Ouais, ben c'est surtout ça qu'elle a fait, là, tu sais. Comme là, elle est en nomination pour un Golden Globe pour Music, le film de Sia que tout le monde haït, puis qui est en train de causer des remous sur l'Internet. Là. Oui. Mais, tu sais, non, elle n'a pas vraiment... Je veux dire, elle n'a jamais eu une si bonne carrière. Quoique, tu sais, elle a eu quand même beaucoup de rôles, de premiers rôles. Dans, genre, mettons, How to Lose a Guy in 10 Days, Raising Helen, My Best Friend's Girl. Tu sais, elle n'a même pas de nom dans le titre. Bride Wars. C'est des affaires qui... C'est des films qui sont sortis, là, pour ainsi dire. Je veux dire. C'est des films qui ont eu un certain succès. Son image n'a jamais vraiment changé de ça. Une fois qu'elle a commencé ces affaires-là, puis elle a fait des films différents. Elle est dans Deepwater Horizon, mettons, ou Good People, là, qui est un thriller avec James Franco, tout ça. T'sais, des films qui, s'ils avaient fonctionné ou quelqu'un les avait vus, auraient pu changer son image. Mais dans le fond, là, les gens étaient pas mal. C'est un problème récurrent qui arrive beaucoup aux jeunes actrices, là, c'est qu'ils se font mettre dans un coin, dire ah, c'est comme ça, c'est ça que t'es, c'est ça que tu représentes, c'est ce genre de rôle-là que le monde veut te voir faire. Puis éventuellement, tu disparais, à un moment donné, t'es la mère d'un jeune super-héros. Puis si t'es chanceuse, tu vas avoir comme un rôle cool dans une télésérie câblée, où ce que tu vas pouvoir comme t'en refaire. Exact. Puis Kate Hudson, c'est pas comme si elle a 100 ans non plus, là, elle a 41 ans. Je savais d'avoir son âge. Ben, c'est ça. Je peux pas croire qu'on est de la même espèce, mais en tout cas. Kate Hudson, qui est bien sûr, on s'en rappelle, la fille de Goldie Hawn. Ah ouais, c'est vrai. Puis tu sais, je pense que malheureusement, dans un sens, c'est Almost Famous qui l'a maudit ainsi, parce que je pense qu'elle n'avait pas fait grand-chose avant Almost Famous, hein, ce que je sache. Elle a fait une couple de films dans 200 Cigarettes puis Dr. T and the Women, qui est sorti la même année. Elle n'était pas connue. Puis quand tu es connu avec un rôle, justement, comme tu as dit, qui existe vraiment sur le bord d'être la merde, ça peut être rough après ça. Là. Les gens ne savent pas quoi faire avec toi. Soit ils te donnent des rôles comme ça, mais la version merdeuse de ça. Ou, ils ne savent pas trop quoi faire. Puis, une des affaires qui arrive en ce moment, c'est qu'il n'y a juste plus vraiment de comédie romantique à cette échelle-là. Donc, les jeunes actrices, ça, c'est bien pour les jeunes actrices dans un sens parce qu'ils ne se ramassent pas pognés dans ce carcan-là. Les comédies romantiques, il y en a encore plein, ils font sur Netflix, mais jamais quelqu'un de tant connu va continuer à faire des comédies romantiques maintenant. Fait que c'est poche parce que là, il n'y a plus de comédies romantiques, mais bon. C'est tant qu'à en avoir des comédies romantiques de merde qui ruinent la carrière de Kate Hudson. Oui, absolument. Mais aussi, une question que je vais te poser plus particulièrement comme à toi, c'est que vu que toi, t'es mélomane, les gens qui suivent sur Instagram connaissent ta collection de disques, puis que tu t'intéresses à l'histoire de la musique, des affaires comme ça. C'est comment que tu... est-ce que... Almost Famous, ça vient comme gratter quelque chose de le fun pour toi parce que, OK, ce film-là, il est vraiment dans un milieu le fun. Je ne sais pas si
t'aimes plus particulièrement, mettons, ce Ben, c'est ça. genre de musique-là non plus, là, mais... J'aime pas nécessairement beaucoup comme le hard rock commercial des années 70 d'Arena. C'est de ça qu'on parle dans le film. Le vrai band là, que Cameron Crowe a suivi en show, là, ou en tournée plutôt, à cette époque-là, c'était le Allman Brothers Band. Un band que moi, personnellement, j'en ai un ou deux, c'est correct, mais c'est pas un band pour lequel je me passionne particulièrement. Après ça, dans le film, ça parle de Led Zeppelin beaucoup. Ça, moi, Led Zeppelin, no can do. À chaque fois que je me ramasse dans la possession un disque de Led Zeppelin, je le fais jouer, puis j'ai l'impression de le connaître par cœur, dès que je commence à l'écouter. Fait que ça donne rien. Ça me donne rien d'écouter de Led Zeppelin. On dirait que Led Zeppelin, j'ai déjà trop écouté ça sans en écouter. Ça fait trop partie de l'éther. Là. Mais fait que moi, je suis un peu plus Lester Bangs dans mon approche à cette époque-là. Mais c'est quand même intéressant parce que je pense que autant que le film met en scène une image romancée du rock stardom des années 70, c'est pas tout le temps le cas. C'est des arénas à des places par rapport. Il y a un peu de party de green room puis du monde qui fait de la poudre, tout ça. Mais c'est surtout comme déprimant. Cet aspect-là est déprimant. Il y a une scène où il arrive à l'hôtel, là, le Riot House. Puis là, il se promène, puis il regarde dans une salle, puis il y a deux personnes qui jamment de la musique, puis c'est supposé être Graham Parsons puis Emmylou Harris. Graham Parsons, qui est un gars qui a comme revigoré le country dans les années 60 et 70, qui est mort en 73 d'une overdose. Puis là, j'étais comme, une chose que le film fait bien, je pense, c'est de démontrer, mettons, qu'il y a un overlap de ça. Parce que je pense que, justement, un problème de boomer, c'est de penser que la seule musique qui existait quand tu étais jeune, c'était la musique que toi t'écoutais. Mm-hmm. Fait que, dans le monde de n'importe quel style de, je sais pas trop, là, de vendeur de piscine de la Rive-Sud, là, lui, il écoutait Led Zepp, puis il écoutait Aerosmith. Fait ça, c'était les deux plus gros bands, puis personne d'autre écoutait ça. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là, puis il n'y avait pas ci, puis il n'y avait pas ça. Alice Cooper, c'était un style weirdo, je l'ai vu dans le journal. Puis le film démontre un monde du rock plus organique un peu. Quand lui a toute sa sœur Zoé Deschanel, il donne tous ses disques, c'est assez varié, même si c'est... Quand même, c'est pas juste de la musique de Transam, là, de 8 tracks dans Transam, tout ça. Fait que je pense que la band Stillwater, qui est... les tunes sont écrites par Cameron Crowe puis son ex-femme, qui est Nancy Wilson, du band Heart, avec Peter Frampton. Sont corrects, mais un band de même, en fait, un band de même, les disques valent soit 5$ ou 500$, fait que ça veut rien dire, là, mais je sais pas comment je dirais ça. Ça existe dans un monde quand même mainstream. Ça serait un peu comme si maintenant on faisait ça, puis ils suivaient 21 Pilots, ou une affaire de même, là, comme. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu d'exister, mais je trouve, pour moi, c'est pas ça qui vient plus me chercher. Puis on va faire un film que je déteste, qui se passe dans un monde qui vient beaucoup plus me chercher, dans le futur, après le Snyder Cut. On peut teaser ça. Ah oui? Oui, absolument, oui. Mais là, on ne pourra pas se rendre avant. Est-ce que c'est sur un endroit? Exact. Oui. OK, oui, je sais quel film tu parles. Restez à l'écoute. Une des raisons pourquoi j'aime Almost Famous, justement, c'est que ça ne vient pas vraiment jouer dans mes plates-bandes, puis ça invente plein d'affaires. La pire marde, la pire façon de faire un film sur, je vais dire la musique, mais l'art en général, c'est de faire un Wikipédia. Mm-hmm. Puis là, vu que ça vient chercher dans un peu plein d'affaires, ça invente le band. Il y a des événements qui se passent dans le film qui sont vraiment arrivés dans l'histoire, là, comme il y a une scène où Russell, le personnage joué par Billy Crudup, met sa main sur le micro puis il s'électrocute. La scène qui éventuellement amène Marin dans le Marin monde. à crier Lock the Gate. C'est le film où on lock the gate tel qu'il est entendu dans le générique du podcast WTF, qui est un grand moment pour le podcasting. Voilà. Cette scène-là, c'était vraiment arrivé à un dude, le guitariste du band Stone the Crows, 1972, mais lui, il est mort. Il est straight up électrocuté et mort sur le stage. Parce qu'il était tellement... dans le fond, il a fait un courant entre le micro et les cordes de sa guitare.
il était pogné après sa guide. Fait qu'il a fallu que quelqu'un comme le pousse pour qu'il lâche la guide, puis il était déjà mort rendu là. Ouais, ça aurait un peu ruiné la vibe, je te dirais. Ouais, que le dans film les essaie de 25 construire. premières minutes. Les 25 premières minutes, que quelqu'un meurt à cause du rock'n'roll, je pense pas que c'est le truc qu'il veut vendre. Mais tu sais, ça, c'est. Je trouve aussi que le film parvient vraiment à capturer une vibe d'être backstage puis d'être dans un show dans ces milieux. C'est comme en faisant 3 bières, tu sais, j'ai été backstage à des événements, puis être dans les coulisses des événements, puis tu sais, la fébrilité de tout ça. Puis il y a aussi, tu sais, avec Pierre-Luc, tout ça, on a été à des after-parties, puis des trucs du genre, des gros événements avec du monde vraiment plus connu que nous autres, que tout le monde tourne la tête quand il rentre. OK, tu vas me dire, c'est dans le milieu de l'humour, fait que c'est pas bon comparé à de la musique qui sont des vrais artistes. J'ai pas dit ça, moi, j'ai rien dit. Non, je dis pas que les humoristes sont pas des vrais artistes, mais tu sais, c'est la magnitude et la charge d'énergie qui est en place est craquée plus haut quand c'est du rock'n'roll, puis quand c'est du monde qui font des arénas, dans le fond. C'est ça que je veux dire. J'ai trouvé que, hey, je suis peut-être comme pas supposé être là, mais je suis là, je suis comme chanceux d'être là, c'est vraiment spécial d'être là. Oh, je vois cette personne-là qui est connue. Ces affaires-là, tu sais, ces sentiments-là que moi, j'ai vécu à cause d'avoir été dans des situations comme ça, ils étaient vraiment comme fidèlement rendus. Puis, je trouve qu'il réussit à vraiment aligner beaucoup de trucs du genre. Il y a aussi l'énergie émotionnelle de, tu sais, le jeune William qui est clairement en amour avec Penny Lane et que là, Anna Paquin est là, Anna Paquin, puis elle dit, qui lui narre comme, ah, ben là, elle est en amour avec Billy Crudup d'être là, puis qui est, ma foi, méga charismatique. Fait que, bien sûr, mais que, tu sais, le feeling de, je suis à un party, j'ai un kick sur cette fille-là, mais elle a juste des yeux pour cet autre là et je comprends entièrement. Puis ça ne va pas se produire. Je pense que c'est une situation qui t'est familière à toi aussi. Moi oui, et oui. toi. Oui, ça, regarde, ça, c'est pas besoin d'avoir été dans des backstage de show pour avoir vécu ça, là. Ça, c'est universel. Mais je te dirais même, tu sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai comme ressenti ça dans ma vie parce que je suis heureux en couple depuis bien longtemps. Mais je me rappelais pas de ressentir ça. Puis là, ça fait comme, ah oui, c'est vrai, c'est le même, ces sentiments-là. Puis c'est aussi des émotions qui sont, tu sais, souvent plus adolescence ou du moins pas mature, moins mature. Puis d'avoir comme capturé ce morceau-là émotionnel, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien capturé. Là. Je parle de capture constamment. Comme le logiciel ShareX, je capture des images. C'est qu'il y a beaucoup, je pense, justement, beaucoup du corn, beaucoup du blé d'Inde qui se passe, du maïs, pardon, on dit plus ça. Beaucoup du maïs qui se passe dans Almost Famous est à propos de l'inconnu ou de la première fois. T'sais. La majorité de qu'est-ce qui expressionne vraiment William, non seulement parce que c'est la première fois qu'il le vit, mais parce qu'il est tellement couvé par sa mère. T'sais, sa mère, elle ne veut pas qu'il écoute du rock'n'roll, elle ne veut pas qu'il fasse quoi que ce soit. Elle n'arrête pas de dire qu'il va rester, il va devenir un avocat, tout ça. Je pense qu'il faut le voir de même aussi parce que le sentiment que tu parlais, c'est un sentiment que tu as plus souvent qu'autre chose quand tu n'as jamais vécu la chose que tu désires. T'sais. Ça n'arrive pas 10 000 fois dans ta vie que tu es comme « Oh, cette fille-là tripe juste sur ce gars-là, puis qui suis-je? » Ça arrive plus quand tu es jeune. Puis il y a d'autres mondes avec qui, quand j'avais 15 ans, eux autres, ils étaient long pass de sentir ça. Moi, j'étais encore pogné là. Fait que tu sais, je pense que c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui affecte un peu. Moi, là, je l'ai écouté sur Tubi, c'était la version normale, mais en DVD, il y a la version Untitled, qui est le Director's Cut là, de Cameron Crowe. Le Crow Cut. Le Crow Cut, c'est ça. Release the Crow Cut. Puis celle-là dure presque 40 minutes de plus. Puis c'est un film beaucoup plus long, mais qui semble moins long quand tu le regardes. Il coule mieux, je pense, la longue version. Là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la version theatrical. Puis je pense qu'un des problèmes avec la version theatrical, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chillage dedans. C'est un film qui dépend beaucoup de non seulement des personnages qui chillent ensemble, mais que nous, on chill avec les personnages. Puis la version de 2 heures, c'est clac, 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 d'une place à l'autre, tac, 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 tac. On a moins un sens de qui Penny Lane est. Puis on a moins un sens
un peu comme de l'humanité des musiciens, ben, surtout de Russell et de Jeff Beebe, joué par Jason Lee, tu sais. Ils deviennent un peu... Tu sais, le film les garde un peu plus à une distance. Fait que je trouve que l'Untitled est meilleur, mais à cause du fait que la cote moins longue est juste plus expéditive, tu sais, je trouve que ce genre de sentiment de tout est la première fois est peut-être surjoué par le film, par bout. Tu sais, des fois, t'es comme... Je trouve ça un peu épuisant parce que le film frappe sur la même note tout le temps. Tu sais, wow, regarde ça. Wow, Penny n'avait pas de toi. Wow, regarde ça. Wow, regarde. Tu sais, la cote theatrical respire moins. Puis je trouve que c'est un film qui gagne beaucoup à respirer. Tu sais. Même si, tu sais, moi, en le regardant, je me suis rendu compte que je l'ai vu vraiment souvent. Parce que, genre, des fois, j'étais comme, je peux réciter tout le dialogue et ça, je sais par cœur. Tu sais, je pourrais pas, tu sais, si tu me le demandes au bar, genre, fais-moi Almost Famous, je pense pas que je peux. Mais devant Almost Famous, je peux te dire c'est quoi la prochaine ligne de Regarde, j'ai juste hâte de te demander quoi que ce soit au bar, Alex. Il y a ça, ouais. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a des choses à l'intérieur d'Almost Famous. Tu sais, comme il y a la scène d'avion, la scène d'avion qui... où est-ce que tout le monde se dit ses 4 vérités. Puis le punch de ça, c'est que le drummer qui n'a pas dit un seul mot dans le film, il crie « I'm gay ». Ça, c'est vraiment une joke de 2000. Oui. Ça, c'est vraiment de cette époque-là. C'est quasiment nice comme qu'il n'y ait rien de négatif humoristiquement parlant après ça, là, vu l'époque, parce que ça aurait pu l'être. Là, mais ouais, ça, quand j'ai vu, j'ai fait... Ouais, c'est ça. Comme, toute cette scène-là. La scène est quand même rachante. Puis là, Russell, il se met à chanter du Buddy Holly. Petite joke sombre parce que Buddy Holly est mort dans un accident d'avion. Puis c'est une scène qui est quand même un peu stressante, mais qui finit avec un punch de marde, là, de film de Adam Sandler, là, genre de cette époque-là. Puis c'est comme, ouais, OK. Pas tout est particulièrement maîtrisé, mais je trouve particulièrement que la fin appuie vraiment le maïs. Là, c'est tout le fait, spoiler alert pour un film qui est sorti il y a 20 ans, toute la partie où Russell va visiter William chez eux et tout ça, même si c'est satisfaisant d'un sens de bouclage de boucle à la Cameron Crowe, c'est un peu too much. Là, comme... À la base, je trouve que Russell, plus ça va, plus je vois le film, plus je suis comme... Il est un peu nounours pour ce qui est supposé représenter. T'sais. Il n'est pas si méchant que ça ou trou de cul que ça, finalement. Puis c'est ça qui est un peu... Il n'est pas fin avec Penny Lane, mais comme en général, il n'est pas assez... Il est accusé que tout est à propos de lui, puis ci, puis ça, puis finalement, il n'est pas si pire. Je pense que les vrais cas de cette époque-là, ils étaient 150 000 fois pires que Russell est dans Almost Famous. Non, ça, c'est clair, je trouve. En l'écoutant, je suis comme... quand il parle d'échanger Penny Lane, puis d'échanger, dans le fond, les band-aids, les jeunes dames qui les suivent, toutes ces affaires-là. À Peter Frampton, c'est Peter Frampton qui obtient... C'est lui qui joue dans le rôle du gars qui se fait échanger Penny Lane. Cruel de façon casual, c'est sûr que ces dudes-là, à cette époque-là, étaient de même. Qui devait avoir comme plus de ça. Là. Fait que oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose de nounoursé, mais en même temps, ça marche vraiment à quel point... Sérieux, j'ai l'impression que quand j'ai vu Billy Crudup dans d'autres films, habituellement, il est comme pas... À quoi j'ai pensé récemment, il est comme humain, mais il n'est pas comme power charismatique, coquin qui check de côté, puis il est comme amitié, n'est-ce pas? Tu vas être bodé avec moi ou tu veux forniquer avec moi. Puis je trouve ça particulier. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il y avait dans ses films, dans ses rôles avant ou si. Il n'y a pas eu tant de rôles que ça avant non plus, c'est ça. Beaucoup de monde là-dedans qui n'était pas très connu. Puis l'autre affaire, c'est que le film a été développé pour Brad Pitt pendant des mois et des mois. Là. C'était Brad Pitt qui le joue. Puis là, à un moment donné, Brad Pitt il a dit écoute, je ne comprends pas ce personnage. Fait que je peux pas le faire parce que genre, I don't get it. C'est quand même humble de Brad Pitt, là. Mais... Tout à son honneur. Fait que le personnage est écrit pour être un Brad Pitt type, je crois. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est Billy Crudup qui fait du Brad Pitt, dans le fond. Ce qui donne comme
la texture particulière là, que tu dis, que il n'est pas 100% convaincant. Un film que j'ai vu juste avant ça qui s'appelle Jesus' Son, basé sur un livre, en fait, des histoires là, du writer Dennis Johnson, où il s'appelle Fuckhead, c'est ça le nom de son personnage. C'est juste un genre de stoner tout croche de pop rock. Je pense que ça s'enlignait pour être ça, le persona là, au cinéma de Billy Crudup. Je pense qu'en moi, ça a shifté ça un peu. Là. Parce qu'il s'enlignait pour être justement un genre de Dennis Hopper, là, mettons, adjacent à Dennis Hopper dans des rôles de soutien, là, je sais pas trop. Fait que là, oui, on va parler de la dame qui nous a amenés vers Almost Famous, Frances McDormand. Ce que je trouve vraiment bon de comment elle est écrite, puis aussi ce qu'elle joue, c'est qu'il y a quelque chose de contrasté dans son personnage, c'est que, ayant déjà vu le film il y a, mettons, une dizaine d'années, tu sais, je me souvenais plus des aspects caricaturaux de son personnage, de mon fils ne va pas aller avec le groupe de rock'n'roll. Mais quand tu le réécoutes, tu sais, elle parle d'avancer son fils dans des années, puis que tu comprends comment qu'elle a pu, comment que sa fille a voulu sacrer son camp, comment que, ultimement, elle est capable de laisser aller son fils, même si elle veut le ramener à la maison, puis comment que... Je trouve qu'elle insuffle beaucoup de réalité dans quelque chose qui pourrait être vraiment caricatural, mais qui n'est pas évident. Mais encore là, j'ai bien de la misère des fois à parler de comment que les acteurs jouent les affaires, qu'est-ce qu'ils font, là, mais... Ouais. Ben, c'est que justement, comme tu dis, ça serait vraiment facile pour elle. Surtout qu'elle passe, je sais pas, 80% de son rôle au téléphone. Fait que ça serait vraiment facile pour elle de ne pas agir comme si elle est dans le reste du film. Parce que elle l'est pas vraiment. Fait que je pense que qu'est-ce qui est bien fait aussi, c'est son rôle est aussi réactif que actif. Là, ça, c'est une affaire que le monde dit sur les acteurs. C'est acting is reacting. Puis je pense que c'est dans ses réactions que c'est là que ça se passe. Parce qu'elle ne perd jamais une coche. Peu importe, quand il arrive à l'entendre, genre son fils se faire du pot. Ouais, c'est ça. Puis elle est fâchée, mais pas comme. Ça ne devient pas un personnage qui crie ou qui fait, qui se mord le poing de rage ou whatever. Elle apprend, puis elle façonne à son rythme, au rythme du film, dans le fond. C'est niaiseux à dire, mais son personnage et sa performance fonctionnent parce qu'elle fait partie du film. Ouais. Plutôt que d'être un genre de rouage narratif pas clair qui sert juste à gosser et à pousser l'histoire. Oui, puis en même temps, pour la plupart du film, quand on voit son visage, c'est juste elle. Ces moments-là du film sont juste à elle. Finalement, Frances McDormand, c'est comme quand Pedro Pascal enlève son casque dans Mandalorian. T'es rivé. Il y a juste sa face sur l'écran, il y a juste elle qui existe, puis t'es comme, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais ouais, ça, je l'ai trouvé comme particulièrement bonne et touchante, et l'énergie d'une mère qui est comme, faut que j'y laisse du lousse, mais en même temps, hey, Colin, de tabarnak, sans faire attention. J'ai trouvé vraiment... Encore là, c'est ça. Dans ma tête, c'était encore un cartoon. Je suis comme, non, il y en a plus une fois que je l'ai vu. Mais tu sais, je pense que justement, le casting est super bon dans ce film-là. Jusqu'au petit rôle, je trouve que généralement, le film est très habité par le monde. Il y a du monde de façon adéquate dans les scènes. Je sais pas comment. C'est pas que c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, là, parce que les budgets sont resserrés. Puis en digital, tu peux tourner caméra à l'épaule, plus te rapprocher du monde. Fait qu'on va voir, surtout en télé, des scènes où tu es pas dans un bureau, mais on va juste voir les deux personnes, les deux protagonistes de proche. Puis ça en est pour beaucoup, je pense, aussi l'atmosphère du film. Il y a du monde partout, tout le temps. Quand ils rentrent à l'hôtel, il y a du monde couché partout. Dans un backstage, il y a plein de monde qui font plein d'affaires. Il n'y a jamais personne qui est seul dans Almost Famous à part Frances McDormand, justement, puis Lester Bangs. Les deux espèces de diables, les l'ange qui flottent par-dessus sa tête, eux sont tout le temps tout seuls. Mais je voulais mentionner aussi, il y a du monde connu. Il y a Jimmy Fallon dedans. Jimmy Fallon. Ça, c'est la moins bonne affaire du film en ce qui me concerne. Là. Je trouve que Jimmy Fallon, pas fan de Jimmy Fallon. Comme
j'étais pas fan de Jimmy Fallon, mais moi, quand il a tiré les cheveux à Trump, c'est comme un tipping point. Puis là, j'aurais pas amené ça dans le critiquage de cinéma, dans le critiquage de vue. Mais cela dit, le film fait bien de l'amener comme un genre de pourriture morale de Stillwater. Puis que, tu sais, regarde, pas un film subtil dans son choix de soundtrack, on va se le dire. Ouais. Et que là, quand il dit on laisse le bus derrière, on s'en va en avion, puis là, c'est Voodoo Child qui commence. T'es comme, OK, je sais. Je sais qu'est-ce qui se passe. Au moins, le film reconnaît que Jimmy Fallon est le démon. Ouais. Ah, mais ça me fait penser, évidemment, la scène d'anthologie de ce film. La scène où que tout le monde chante Tiny Dancer dans l'autobus. Oui, absolument. Qui est une scène qui a informé toutes les soirées de karaoké auxquelles j'ai assisté oui, absolument. dans les 20 dernières années. T'sais, je pense comme toutes les scènes d'anthologie, les scènes que c'est la scène dont tout le monde parle dans le film, éventuellement, elle perd de l'impact. Parce que t'es comme, ah ouais, esti, c'est comme la scène de, encore pour citer une autre scène de karaoké, là, la scène de Bohemian Rhapsody dans Wayne's World. Je pourrais très bien vivre sans plus jamais la revoir ou en entendre parler. Ou la scène quand il chante Afternoon Delight dans Anchorman. Aussi, ouais. Très important pour moi. Ça. C'est ça, tu sais, c'est des scènes qui sont comme, hélas, là, je me rends compte que c'est des scènes musicales dans des films qui ne sont pas des comédies musicales, mais c'est quand même une bonne scène. Là. Je veux dire, je comprends le Tiny Dancer, c'est, tu sais, je pense que ne serait-ce que par réaction pavlovienne, à chaque fois, je suis comme, ouh, c'est la scène de Tiny Dancer, même si je pense que je ressens plus vraiment d'émotion en la voyant. Là. Ben, moi, je suis rendu comme, ah ouais, voyager dans un bus plein de gens. C'est merveilleux. Mais il y a tout de même une vibe de faire de la route qui est palpable là-dedans. En tout cas, ça capture des vibes, ce film-là, pareil. Ça s'en sort bien. Ouais, ben c'est ça. C'est comme une série de vibes, là, je te dirais. Puis, aussi important de noter qu'il y a Rainn Wilson dedans pendant 2 secondes aussi. Qui joue un dude du Rolling Stone. Qui les yeux bug-eyed, là, comme 700$? Non, 1000$. Qui est très... Yoda. Ouais. $700. Stone rolling, will you? Bravo. Mais aussi, regarde, tu parles de Stone. On a Eric Stone Street, le Stone Master lui-même, qui joue un réceptionniste d'hôtel de Modern Family. Il y a bien sûr Zoé Chanel qui est dans New Girl éventuellement et plein d'autres choses. Mais tu sais, ça, c'est une affaire que je m'ennuie des films de. Là, c'est sûr que quand une chose comme ça arrive dans la vie, un film avec plein de gens pas connus dedans, tu les connais pas, fait que tu t'en calisses. Mais un film avec beaucoup de faces dedans, puis de monde, de casting. Parce que même à Eric Stone Street, je savais pas c'était qui en 2000, là. Mais quand j'ai vu Modern Family au début, la première fois, je me suis dit, c'est le gars dans Almost Famous. Fait comme ça, il y a un lien qui se fait. Sur le DVD aussi, il y a une scène qui est coupée avec Kyle Gass de Tenacious D, qui joue un animateur de radio extrêmement batté qui s'endort pendant son entrevue. Genre. Comme veux pas en 2000, moi, je savais pas c'était qui Kyle Gass, ni Marin ou tout ce monde-là. Puis ça fait quand même une base. C'est intéressant. Je pense que les films font plus vraiment ça, ou du moins. J'en ai pas mal moins connaissance. Puis là, ce qui arrive, c'est genre, il y a un kid sur Instagram qui a 17 millions de followers, puis je sais pas pourquoi, parce qu'il est dans To All the Boys I've Loved Before, genre. Ouais, je pense que ce que tu parles, ça arrive quasiment juste dans les comédies maintenant. Ça va arriver dans les comédies, tu vas écouter une vieille comédie, puis tu vas faire comme crime. C'est une affaire que je me rappelle, justement, pour parler d'échanges culturels avec ma copine. On a écouté l'entièreté de Sex and the City rapidement. Puis tu sais, des chums de la semaine, des filles dans Sex and the City, c'était comme ça. C'est tout du monde que tu connaissais plus tard ou qui t'a vu dans d'autres Bradley choses. Cooper en est un, me semble. Bradley Cooper est là, Timothy Olyphant est là, John Slattery est là en politicien qui veut se faire pipi dessus. À un moment donné, mon boy Double D, David Duchovny, il est là, mais comme là, il était établi. J'ai Will Arnett qui joue un pré-Job d'Arrested Development avant d'être Job. En tout cas, bref, tout ça. Je suis d'accord avec ça. C'est dommage qu'on dirait que ça arrive plus juste avec les comédies maintenant. Là, que tu écoutes ta Night, tu vas voir que Jack McBrayer est là, puis des affaires comme ça. Là. Mais c'est ça, tu sais. Puis je pense que. Parce que sensiblement, Almost Famous, c'est une comédie, je pense. Pour revenir à ce qu'on disait comme au début, c'est une comédie quand même cucu
corny, qui fait tout pour pas que tu t'en rendes compte, puis ça marche. Absolument. Fait que je sais pas. C'est un acte de magie quelconque, là, Almost Famous, parce que ça, comme tu dis, non seulement ça devrait pas être bon, mais il y a des affaires que je suspecte sont juste pas bonnes, puis je les aime quand même. Parce que ça fait tout dans son pouvoir pour me faire croire que c'est pas ça qui se passe. Puis, tu sais, je pense que des fois, ça, c'est une bonne attitude à avoir pour un film. Si t'es comme, je veux que mes affaires de merde passent, là, fais semblant que c'est pas de la merde. Ouais, tu y vas juste avec, comme l'a dit Friday Night Lights, là, full Clear heart, eyes, full heart can't lose. can't lose. Tu y vas de même, puis tu passes tout de même. Et ça, c'est merveilleux. Puis regarde, moi, sur Letterboxd, j'ai donné 4 étoiles et demie parce que j'étais comme, je peux pas, comme, ça se rend pas à 5, mais je peux pas dire que ça descend à 4 non plus. Parce que j'étais transporté par cette succession de vibes qu'était Almost Famous. Fait que je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode, n'est-ce pas, mon cher? Ouais, je dirais que oui. Là. On n'a pas vraiment fait un choix pour la semaine prochaine. Alors, on va, à moins que tu aies une idée de là, ou sinon, on va laisser nos auditeurs dans le suspens. Tu sais, moi, je pensais, vu que tu n'as pas vu Say Anything, je pensais qu'on pourrait aller à Say Anything, mais là, l'affaire, c'est qu'il faut revenir. Mais une chose que je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est que le Snyder Cut sort beaucoup plus tard que je pensais. Il sort le 18. Il y a plus d'épisodes. Fait qu'on fera pas un épisode avant genre le 22. Là. Fait qu'il nous reste beaucoup d'épisodes. Je pense qu'on peut facilement déper vers John Cusack et revenir sans faire aucun problème. Oh, crime. Hey, si on dip dans John Cusack avec ça, anything, ben regarde, moi, je ne l'ai jamais vu, alors je suis très partant. Bon, on va faire ça. On va ça se trouve. Là, anyway, s'il est sur rien, il est sur quelque chose. Hein. Ben ouais, c'est ça se loue ou ça se trouve autrement. C'est, regarde, on va se débrouiller. On est des gens modernes de l'Internet. Voilà. Mais c'est ça, parce que je pense que c'est Anything, justement. Moi, je pense que c'est l'autre bon film de Cameron Crowe. L'autre très bon film, mettons, de Cameron Crowe. Puis, on n'a jamais fait de comédie romantique au show non plus, je pense. Hey, je pense que la seule qu'on a faite, c'était le film de Seth Rogen et Charlize Theron. Ah oui, c'est vrai. Je veux pas dire. Le setup. Long Shot. Le Long Shot, c'est ça. Setup, c'est un autre comédie romantique qui est sur Netflix. Là, c'était le Long Shot. Fait que oui, je pense que Long Shot, c'est la seule comédie romantique qu'on a peut-être faite sur les voyeurs de vue. Alors, moi, c'est un ensemble de codes cinématographiques que j'aime beaucoup. Alors, je suis vraiment down de le faire. Alors, c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Avant de terminer, vous avez peut-être remarqué cette semaine qu'on n'a pas lu de nouvelles reviews de iTunes. Oh. C'est parce qu'on n'avait pas reçu cette semaine. Fait que tout ça, ce que ça veut dire, c'est que le champ est libre pour vous. Peut-être que vous avez attendu d'écrire une review. N'attendez plus, écrivez-nous une review, un 5 étoiles, et on va les lire, on va les partager à l'antenne. Et on va peut-être même faire ça si vous laissez des commentaires sous les vidéos sur YouTube, sur des reviews sur YouTube qui sont disponibles, bien sûr, sur YouTube, pas sur Vimeo. Avant de terminer, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux, dont Instagram, ainsi que Yannick Belzile sur Instagram et sur Letterboxd, où ce que vous voyez les films que je visionne. Et Alex, on te trouve où, toi? Oui, mes critiques, mes chroniques, mes entrevues, et ainsi de suite, sont à cultmontreal.com. Sur Twitter, je suis Alex Rose avec 2 petites barres en dessous. Et sur Instagram et Letterboxd, je suis Wild as It Exists. Je suis toujours en train d'essayer de cliquer Watch sur tous les films que j'ai jamais vus. C'est long. Je trouve que je ne suis pas à 4000 encore. J'ai l'impression qu'il y en a au moins 4000. Là. Me semble, c'est sûr, c'est sûr. Me semble, mais c'est ça. Donc, c'est là que je suis. Et puis, le thème musical que vous vous apprêtez est fait par Michel Tifo-Honoré. C'est bien cela. Alors, là-dessus, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous invite à écouter des vues. It's all happening. It's all happening. Et voilà.